Salut, c'est les Jérôme. Le compost est un élément important au potager dans notre manière de jardiner. Il est source de fertilité, apporte minéraux et nutriments aux plantations et participe au bon développement de la vie du sol, mais aussi permet à la terre d'être plus légère et de mieux retenir l'eau. Pour réaliser du compost, on a plusieurs techniques et composteurs, et on vous propose d'en faire le tour, de voir un peu comment on les gère, leurs éventuels avantages et inconvénients à nos yeux, et ce qu'on fait du compost issu de ceux-ci. Tout d'abord, c'est quoi du compost? Eh bien, c'est le résultat de la dégradation de matières organiques, principalement des déchets verts provenant du jardin, de la cuisine ou du fumier issu du petit élevage. Le processus s'opère grâce à l'action conjuguée de nombreux organismes et micro-organismes, tels que les bactéries, champignons, insectes, crustacés, vers, etc., qui vont transformer peu à peu ces matières en humus, riches en minéraux et éléments nutritifs assimilables par les plantes. Ces organismes sont aérobies, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'oxygène pour se développer et jouer leur rôle dans la dégradation des matières qui sont riches en azote, souvent associées aux déchets verts, auxquels il faut également apporter des matières carbonées, dites sèches, encore appelées déchets bruns. Un bon rapport carbone-azote, ou déchets bruns, déchets verts, est une des clés de réussite du compostage. En moyenne, le rapport doit être de 1 pour 2, c'est-à-dire que pour une part de matière carbonée, il faut ajouter 2 parts de matière azotée. En plus, ces matières carbonées dites structurantes permettent une bonne aération. En premier lieu, interviennent principalement les champignons et bactéries, et cela de manière très intensive. En présence d'oxygène de l'air, ils dégradent donc le carbone des matières brunes, sucre, amidon et lignine, pour en tirer leur énergie, ce qui dégage de la chaleur et du CO2. Les matières azotées sont quant à elles utilisées pour fabriquer leurs protéines. S'il y a assez de matière, la température peut vite monter assez haut, jusqu'à 70 degrés, ce qui détruit bon nombre de graines et pathogènes. Pour cela, il faut que le volume de déchets en train d'être dégradé soit assez important, sinon la chaleur produite est assez rapidement dissipée. S'ensuit une phase de maturation, plus lente, où la température redescend et le compost encore frais va peu à peu se transformer en humus. Plus d'organismes entrent encore en jeu et de plus grands, tels que vers et insectes. Un compost mature contient de l'azote organique qui va se dégrader lentement dans le sol et nourrir les plantes progressivement sans leur nuire et qui est stable dans le sol. C'est un amendement, contrairement à l'azote minéral, tel qu'urine, fumier ou fiente, dont il ne faut pas abuser car cela peut brûler les plantes et qui en plus est facilement lessivable avec les pluies. Maintenant qu'on a vu un peu comment tout ça se passe, voyons un peu de pratique en passant en revue les différents composts que nous utilisons. Pour commencer, quelque chose d'assez répandu, le bac à compost. Sous la forme de silo ou de bac réalisé en assemblage de planches, en palette de récupération ou en plastique recyclé comme on en a un, cela permet d'y déposer les matières organiques diverses, déchets de cuisine, fanes, tontes ou des herbages qui viennent du jardin. La taille du bac, ça dépend de l'utilisation. Pour nos déchets de jardin, qu'on a peu car on les laisse souvent au sol, et quelques déchets de cuisine, ce compost de 1 m3 est amplement suffisant. Le tas monte au fur et à mesure du remplissage et le processus de dégradation s'y opère à l'intérieur. Et c'est pour favoriser l'aération que les planches sont espacées. Afin de permettre une décomposition plus uniforme et rapide, il est utile de hacher les matières qu'on y met. Plus c'est fin, plus le processus sera rapide. Pour respecter le rapport carbone-azote, on a à côté une poubelle remplie de BRF séchés, donc des matières carbonées, qu'on ajoute en petite quantité, à l'œil, lors du remplissage. Et on n'oublie pas de brasser le compost, c'est-à-dire retourner et mélanger un peu les couches de temps en temps, ce qui permet d'aérer au mieux le compost et d'apporter de l'oxygène. Facteur tout aussi important que l'air, l'humidité. Pendant la belle saison, il a tendance à faire sec et on n'hésite pas à donner un coup d'arrosoir sur le compost de temps à autre, car on est surpris comme parfois, en profondeur, cela s'est asséché, surtout si celui-ci a chauffé. Le compost ne doit être ni trop humide, ni trop sec. En pressant un peu de compost dans le point, cela doit être mouillé, l'eau doit à peine perler mais pas s'en échapper. En principe, il faudrait autant que possible placer le composteur à l'ombre, car l'exposition en plein soleil pourrait l'assécher, et le protéger des intempéries pour éviter le lessivage,
Bon, nous on fait avec, parfois on l'arrose ou on le recouvre, et tout se passe bien en temps normal. Après la maturation, on peut récolter le compost. Bon, nous on est obligé de retirer la couche supérieure, encore trop jeune, et qui doit encore se décomposer. Le mieux ce serait d'avoir 2 bacs, un qui viendrait à maturité le temps qu'on remplisse le deuxième, mais pour l'instant c'est comme ça qu'on fait. Et puis, une fois qu'on arrive au compost mûr, on fait la récolte. Avant, on allait la répandre sur les parcelles. Mais maintenant, on procède autrement. On retire toujours la matière et le compost frais qu'on met sur une bâche. Et là-dessous, ça grouille de vie et ça rend très heureuse l'une ou l'autre de nos poules qui s'en donnent à cœur joie. Et puis, on tamise le compost. Pour faire cela, on peut utiliser un vieux sommier ou grillage sur lequel on jette des pelletés de compost. Et nous, on utilise notre tamis qui fait très bien l'affaire. Cela permet de retirer les plus gros déchets qui mettent plus de temps à se décomposer, comme les morceaux de bois, et qui continueront à être dégradés dans le composteur. Comme je le disais, avant on utilisait ce compost principalement comme amendement des parcelles, ce qu'on continue à faire pour quelques endroits spécifiques comme les parcelles en rondin ou dans la serre, mais la plupart du compost tamisé, on le met en sac et au fil de la saison, on va l'utiliser à la plantation, au pied des légumes gourmands ou même dans le trou de plantation s'il est bien mûr. Et ça part vite, on en vient vite à bout. Cette année, on déplace le bac à compost pour repartir à zéro, ce qui permet de bénéficier sous l'ancien emplacement d'une terre très riche et déjà désherbée, où l'on pourra y mettre courges et autres légumes gourmands. On l'a légèrement surélevé pour qu'il respire bien par le bas également. On trouve ce type de compost très simple à utiliser, peu coûteux, et il permet d'accueillir des gros volumes de biomasse et donne un compost d'assez bonne qualité s'il est bien géré. Par contre, on trouve que c'est un peu dur d'arriver à le faire chauffer et donc de bénéficier de cela, à moins de faire de gros mélanges d'un coup. Avec les quelques apports quotidiens, cela ne suffit pas. Ceci dit, on va voir plus loin qu'on peut faire autrement. Second type de compost que l'on utilise, le vermicompost ou encore lombricomposteur. Le principe, c'est que ce sont des vers de terre qui vont s'occuper des déchets organiques. Ce sont des vers du fumier dont il existe plusieurs espèces et qui sont plus rouges que les vers qu'on trouve usuellement dans la terre en surface. Le compost sera donc au final le résultat des déjections de ces vers. On trouve également ces vers dans le composteur précédent, qui viennent naturellement dans la phase de maturation, comme dans la nature, mais dans un lombricompost, on les y a introduits, et c'est eux qui s'occupent entièrement de tout le processus. Bon, en fait, il n'y a pas que des vers, il y a aussi d'autres organismes, comme des colamboles, etc., mais ce sont les vers qui font le gros du travail. C'est très simple d'utilisation, il s'agit de différents bacs empilés, percés de trous par lesquels les vers peuvent circuler, et qu'on remplit de matière. Avec les déchets qu'on empile, on va également rajouter des apports de carbone. Même si le processus de décomposition n'est pas le même, il faut essayer de garder le bon rapport carbone-azote pour la qualité du compost. Cela va aussi éviter au compost d'être trop humide, ce qui causerait quelques désordres. Nous, on y dépose des morceaux de carton de papier WC, carton à œufs, etc. tant qu'il n'y a pas d'encre. Cela structure le compost, car les vers ont aussi besoin d'air, et ils adorent ça, notamment le carton dont ils semblent apprécier les ondulations pour s'y cacher. Au niveau apport de matière, il y a aussi quelques contre-indications, notamment les plantes de la famille des Aliacées, ail, oignons, poireaux, qui avec leurs composés soufrés sont des vermifuges naturels. Il faut aussi éviter les agrumes et aliments trop acides, et comme pour tous les composts, viande, eau et sous-produits d'animaux. C'est pour cela qu'on a 2 bacs à compost dans la cuisine, dont un qui n'ira jamais au vermicompost. Une fois le dernier plateau du dessus plein, on retire celui du bas qui a déjà quelques mois, qui contient le compost mature et qui peut être vidé pour opérer une rotation. Il existe plein de modèles différents et même à fabriquer soi-même avec pas grand chose. Voir la petite fiche qui apparaît maintenant. Ici, c'est un lombricompost que j'ai depuis très longtemps et pour l'anecdote fabriqué à partir de billets de banque australiens recyclés.
l'avais acheté à l'époque où j'habitais un appartement en ville, car oui, on peut composter en appartement. J'en étais et j'en suis toujours très content. Il se fait un peu vieux, mais il est encore fonctionnel. Nous, on utilise le compost issu du lombricomposteur au moment où l'on fait une rotation des plateaux, et intégralement, car on n'a pas trouvé qu'il était facile à conserver. On va donc le disposer comme amendement, en surface, au pied des plantations un peu partout au jardin, surtout sur des légumes gourmands tels que choux, courges, etc. Et aussi dans la serre qui demande beaucoup de nutriments, vu l'intensité des cultures qu'on y déploie. On le mélange un peu à la terre, car il serait plus sujet au dessèchement et au lessivage que du compost classique. Et l'eau de nettoyage des bacs est aussi bien utile et mise sur les parcelles. C'est donc pour nous un compost complémentaire à celui qui est dans le jardin, car plus rapide et constant toute l'année, mais il est aussi plus sensible aux conditions climatiques et surtout la température. Il ne faut pas qu'il gèle, bien que certains vers survivraient, mais surtout un excès de chaleur pourrait être fatal aux vers. En ville, en période caniculaire, j'ai perdu une fois tous les vers qui n'ont pas supporté ce coup de chaud. C'est pourquoi à Oli, il a trouvé sa place à la cave, où la température et l'humidité sont quasi constantes toute l'année, ce qui lui convient parfaitement, même si un peu plus chaud serait parfait. Comme ce compost contient des animaux, cela induit aussi plus de contraintes. Il faut le nourrir régulièrement, et comme on l'a vu, certains apports sont déconseillés. Il faut aussi surveiller l'humidité et l'acidité qui en excès provoqueraient des désordres, comme l'apparition d'asticots, etc. Pour pallier à cela, nous on ajoute aussi, en plus du carton, des coquilles d'œufs finement broyées pour neutraliser l'acidité. Un autre inconvénient est que les semences éventuellement présentes dans le compost ne sont pas détruites par une montée en température, et on trouve pas mal de semis spontanés là où on en a épandu. Comme ce compost est plus destiné aux déchets de cuisine qu'aux adventices ou plantes du jardin, cela ne nous pose aucun problème, et il y a beaucoup de levées de tomates et de courges à désherber. On n'en a pas encore parlé, mais son principal avantage c'est la production de jus de verre, encore appelé thé de lombricompost. La matière organique contient en effet beaucoup d'eau, une partie percole à travers le compost et le compost mûr dans le plateau du dessous, et les vers en extrait aussi en les consommant. Du coup on devrait dire du pipi de verre. Le jus de verre percole donc et tombe dans le récipient sous les plateaux, et on peut le récupérer régulièrement. Très riche en minéraux et en azote, on l'utilise dilué à 10%, un volume de jus pour 9 volumes d'eau, un peu comme l'urine pour des arrosages. Du coup, le jus de verre s'apparente plus à un engrais qu'un amendement comme l'est le compost. Un autre compost dans notre jardin, un compost pour les déjections des animaux, en l'occurrence de nos poules. C'est donc ici qu'on vient placer le fumier issu de notre poulailler. Très riche en azote, en combinaison avec la paille qui sert de litière, cela fait un bon mélange. Le processus est le même que pour le compost en bac, mais différent du point de vue des matières qu'on emploie. Et comme il s'agit de matières très riches en azote, l'utilisation sera différente. En effet, on utilise ce compost demi-mûr pour l'amendement de fin d'hiver ou tout début du printemps sur des parcelles destinées aux courges en combinaison avec du BRF. Le processus de décomposition va encore continuer pendant quelques mois jusqu'à la plantation des légumes vers la mi-mai. C'est dans cette couche qu'on avait aussi planté une courge, car cette famille de plantes s'accommode très bien des tas de compost, et on n'avait pas été déçu par le résultat, le plan avait été énorme et très productif. Mêmes avantages et inconvénients que pour le compost classique, encore que vu la teneur en azote, la montée en température est plus simple si la quantité est suffisante. Puisqu'on parle de compost à déjection, dans la même idée sur le principe, le composteur de la litière de nos toilettes sèches. Le rapport carbone-azote est déjà assuré par le mélange qui y est versé, car la sciure apporte une bonne part de carbone, là où les sels et urines sont des apports de matière azotée. On trouve que cela a tendance à un peu se tasser, ceci dit, il faudrait des copeaux plus gros pour donner du volume et aérer le compost. On a fait un deuxième bac d'1 m3 dans lequel on vient verser le contenu du premier compost lorsqu'il est plein. Lors de cette opération, on en profite pour aérer et remuer le compost et évidemment l'arroser, ce qui ne manque pas de faire monter la température.
On peut ajouter un peu de tonte à ce moment-là pour encore favoriser le processus. Avec le recul, on trouve qu'il nous en faudrait encore un troisième, car une fois le premier versé dans le second, il y a encore des matières tout juste ajoutées, et à partir de ce moment-là, il faut encore en principe attendre 2 ans pour écarter tout risque de contamination, ce qui est très long alors qu'il y a déjà au fond des matières qui ont 1 an de plus. 3 composts de taille plus petite nous permettraient alors de faire une rotation des bacs, et du coup, une fois un bac plein, le laisser 2 ans sans plus rien ajouter, tout au pire lors de la dernière année, bien retourner pour une bonne maturation. Pour nous, l'avantage, c'est avant tout celui des toilettes sèches, c'est-à-dire la valorisation de nos déjections au lieu de les rejeter aux égouts, voire pire. Mais l'inconvénient, c'est le risque d'agents pathogènes qu'il peut contenir et qui provient de nos déjections. Au contact de cultures destinées à la consommation, surtout des crudités, le risque n'est pas nul. C'est pour cela que 2 ans sont communément admis comme étant un délai assez raisonnable pour diminuer le risque, si pas l'écarter. Alors qu'après 1 an, comme tout compost, il est supposé être assez mûr pour être utilisé, mais il ne peut pas être utilisé en toutes circonstances. Autre mesure pour éviter des ennuis, n'utilisez ce compost que sur des plantations ne posant pas de problème, telles qu'arbres fruitiers, plantations d'ornement, etc. Et nous, c'est l'utilisation qu'on en fait. Sans pousser à la paranoïa, il faudrait aussi faire attention aux mouches et insectes qui pourraient s'y poser et à les contaminer des légumes non loin. Après, bon, laver les légumes c'est toujours bien, il y a aussi d'autres sources de contamination possibles. Et donc du coup, son autre inconvénient qui en découle, c'est la longueur de tout le processus de compostage et la place que cela demande. Mais, pour rien au monde, on ne voudrait revenir aux toilettes à eau. Dans la lignée des composts traditionnels, il y a une variante, le compost en tas. Le processus de compostage est un peu différé par rapport au bac classique. Il faut juste faire des tas de différentes matières, sans trop s'en tracasser, et une fois qu'on en a suffisamment, sans trop attendre non plus, on confectionne des tas en couches successives de matières carbonées et azotées, toujours et encore, ou en mélangeant le tout et en humidifiant correctement le tas. C'est la façon la plus professionnelle de procéder qui garantit la montée en température et donc la destruction des pathogènes, des graines, etc. Pour pouvoir le faire, il faut disposer de matière en suffisance et être disponible pour s'en occuper très régulièrement car il faut mélanger tous les 2-3 jours et contrôler l'humidité. À la clé, le compost sera mature en un temps record comparé aux autres. Ce n'est pas ce type de compostage qu'on effectue le plus, on fait cela quand on a un grand apport de matière à composter, comme la taille des haies ou un peu de tonte. On a un fort potentiel pour de la tonte, mais on mulch quasi tout et on n'en récupère qu'occasionnellement. Le compost issu de cette façon de faire sera utilisé de la même manière que le compost d'un bac traditionnel. Autre façon de composter, le compost de surface. Plus naturel, entre guillemets, dans le sens où ça se rapproche plus de la façon dont ça se passe dans la nature. Rien de plus simple, les matières sont simplement disposées au sol ou sous une couche de paillage s'il s'agit de déchets de cuisine pour éviter le dessèchement, ne pas attirer non plus trop de monde, plus c'est plus joli ainsi. C'est cette façon de composter qui serait la plus efficace au niveau énergétique, dans le sens où les autres processus de compostage consomment une partie de l'énergie et nutriments contenus dans les déchets. Ici, cela serait moindre. Mais cela ne chauffe pas et aucune chance que cela arrive, donc ce n'est pas adapté à tout. On procède surtout à cette façon de faire pour les herbes et adventices arrachées dans les parcelles, qu'on laisse au sol, ou alors les apports de matière organique tels qu'ortie, qu'on soude, etc. au pied des pommes de terre. On dispose aussi parfois de la tonte en fine couche comme combinaison d'apports de matière et de paillage. Mais en fait du coup, les engrais verts, le paillage avec du foin ou des feuilles en automne, c'est aussi en quelque sorte du compostage de surface. Et on n'oublie pas non plus de mentionner le compost qui se fait naturellement dans les canaux et étangs chez nous, où beaucoup de matière organique s'est accumulée. Cela fonctionne car c'est souvent hors eau, sinon la décomposition serait anaérobie, ce qui compliquerait un peu les choses. Pour terminer, quelques petites choses qu'on entend ici et là à propos du compost et du compostage, et avec lesquelles nous on n'est pas toujours d'accord ou qu'on relativise. On ne peut pas y mettre des coquilles d'œufs.
Au contraire, c'est même bénéfique, mais des coquilles sèches et broyées. Cela va combattre l'acidité comme dans notre vermicompost, et en prime cela accélérerait le processus tout en enrichissant le compost en minéraux. Et c'est comme pour beaucoup de choses, il faut procéder avec parcimonie. Si on ne met que des coquilles ou des agrumes, etc., ça va bien sûr perturber le fonctionnement du compost. On peut attraper des maladies ou infections en utilisant du compost. C'est certain que si on en mangeait une bonne cuillerée, ça aurait des conséquences. Mais finalement, la terre aussi n'est pas comestible. Bien sûr, si on a une blessure, des bactéries peuvent l'affecter, mais il n'y a pas que dans le compost qu'on en trouve. Avoir une bonne hygiène, se laver les mains et les légumes, désinfecter et protéger une blessure sont autant de gestes importants pour éviter des problèmes, qu'on utilise du compost ou pas. Il ne faut jamais y mettre des plantes malades. On ne sait pas s'il y a des études scientifiques sur le sujet, et ça paraît difficile de pouvoir juger car ce qui fonctionne chez l'un ne sera peut-être pas le cas chez l'autre, mais on aimerait partager la façon de penser du regretté Gilbert Cardan à ce sujet, avec un exemple sur le mildiou, que ce soit pour le compost classique ou en compostage de surface. Dans la nature, il y a tout et son contraire. Le mildiou est un champignon qui s'attaque à certaines cultures, mais il y a certainement des virus, des bactéries, des champignons ou autres organismes qui s'attaquent au mildiou ou ses spores. Si on s'évertue à détruire et retirer le mildiou du système, ces prédateurs de mildiou n'ont aucune chance de se développer. Et puis en fait, quand on y réfléchit, c'est un peu la même logique pour beaucoup de choses. Les limaces, les pucerons, etc. Le problème est la solution. Bon, c'est une façon de penser, pas une vérité, à relativiser. Ça ne fonctionne évidemment pas avec tout, et ça ne veut pas dire non plus que tout se fait en un jour, ni même en quelques années. La nature a besoin de temps, et nous aussi d'ailleurs. Donc, nous, on ne fait pas trop attention à cela, et on ne déplore pas de problème particulier. Après, en général, on essaie d'identifier la maladie dont serait victime une plante, et on se renseigne. S'il s'avérait qu'un jour il y a quelque chose de très contagieux ou de particulièrement problématique, on s'abstiendrait tout de même de le mettre à composter. Surtout pas de mauvaises herbes au compost. Le compost composte, donc il dégrade les matières. On n'a jamais vu des restes de laitue repoussés dans le jardin après être passés par la case compost. Par contre, c'est certain qu'une plante en graines, s'il n'y a pas eu de montée en température suffisante pendant le compostage, c'est une source potentielle de semis d'herbes indésirables. C'est pour ça qu'on a autant de tomates en semis spontanés. En même temps, ce serait un peu remettre la responsabilité sur le compost, alors que le sol contient des millions de graines, la plupart en dormance. Là où effectivement il peut y avoir un problème, c'est avec des plantes à fort potentiel de bouturage, comme le liseron ou renoué du Japon, qu'il faut donc éviter. Encore une fois, mettre toutes les plantes indésirables dans le même panier est un peu excessif, il faut juste savoir ce qu'on fait. Ne pas composter épluchures de pommes de terre ou de poires. Elles auraient mauvaise réputation car cela pourrait propager des maladies. Mais nous, on les met quand même en se faisant la même remarque que pour le mildiou. Et voilà pour ce rapport complet sur notre façon d'envisager notre compostage. N'oubliez pas que ceci n'est que la présentation de notre façon de faire. Cela n'en fait pas une liste exhaustive des possibilités en matière de compostage ou recyclage des déchets organiques, ni une vérité. Il y a d'autres façons de composter, comme par exemple le bokashi qui permet de recycler plus de types de déchets, le méthaniseur, etc., ainsi que d'autres techniques, on n'en doute pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, compostez bien et à bientôt!